Salut gang, bienvenue à Je m'oriente en live organisé par Jeunes Explos. J'espère que ça va très bien. On est avec vous à l'instant et jusqu'à 13h15 évidemment pour vous faire découvrir des métiers, vous donner envie d'aller faire des stages d'un jour. D'ailleurs, il y a plein d'informations sur le site de Jeunes Explos. Moi, je m'appelle Thomas Bourgault, je suis animateur à Week-end Radio à Québec et Montréal et très fier également d'être l'animateur pour les webinaires et les lives Facebook de Jeunes Explos. Et ça m'amène au point, si vous avez des questions, c'est très facile, vous les écrivez sous le live Facebook. Je vais faire le relais avec notre experte d'aujourd'hui, qui est Ophélie Gauthier-Barrette, linguiste chez Druide. C'est bien ça, Ophélie? Oui, exactement. Allô, Thomas? Allô? Et on a dit qu'on allait se tutoyer aujourd'hui parce que je pense qu'on, visuellement, là, on est sensiblement dans les mêmes eaux de Oui. tranche d'âge. Alors, ma première question, dans une semaine où le thème est l'écriture, et toi, tu es linguiste, tu es très bien placé pour nous en parler, pourquoi prendre de ton temps pour justement participer à Je m'oriente en live aujourd'hui? Ben, surtout parce que le métier de linguiste, c'est un métier qui est assez méconnu. Ça semble un peu flou. Souvent, quand on pense à des linguistes, on se dit, ah, ça, c'est une personne qui parle 15 langues. Mais il y a toutes sortes de façons d'être linguiste. La formation est assez vaste. Ça touche plein de domaines. Puis j'avais envie de montrer que c'est un métier qu'on peut pratiquer. On peut être linguiste dans la vie, puis vivre de ça. Puis il y a toutes sortes de domaines qui sont concernés. Fait que j'avais envie de faire découvrir tout ça. Et avant qu'on parle justement des domaines qui sont concernés, dans tes mots, tu sais, évidemment, le dictionnaire a toujours une définition très théorique, mais pour toi, c'est quoi le travail d'un ou d'une linguiste? Tu sais, qu'est-ce que tu expliquerais dans tes mots qui résume bien ce métier-là? Ben, ça peut juste d'être une définition super générale parce que justement, c'est très vaste. Fait que je dirais que ce serait une personne qui se spécialise dans l'étude des langues ou de la linguistique. La linguistique, c'est l'étude du langage, fait que comment le langage évolue dans le temps, évolue dans l'espace, donc dans différentes régions linguistiques, comment le langage est compris et comment il fonctionne dans notre cerveau. Comment le langage peut venir avec certains troubles de langage, comment on peut traiter ces troubles-là. Donc, c'est super grand. Et j'imagine, dû à ce qu'on voit derrière toi, tu as évidemment des livres cadres, tu as ton set de travail, comme on dit en bon français. Tu te trouves dans ton bureau, j'imagine, dans ton environnement de travail en ce moment. Oui, exact. Moi, je travaille pour Druid Informatique. C'est la compagnie qui fait le logiciel Antidote. Là, on voit la belle affiche. C'est ça, c'est un logiciel qui existe depuis 1996. Moi, je suis là depuis quelques années, puis je travaille surtout sur les dictionnaires d'Antidote. Donc, Antidote, c'est un correcteur, c'est surtout pour ça qui est utilisé, mais il y a aussi des dictionnaires puis des guides linguistiques là, qui sont comme une espèce de grammaire numérique. Puis moi, je travaille surtout sur les dictionnaires, donc ajouter des nouveaux mots, ajouter des nouveaux synonymes, ajouter des nouvelles définitions à des mots qu'on a déjà, toutes sortes de choses. Je fais de la révision linguistique. Puis là, c'est ça, nos bureaux ici, ils sont au centre-ville de Montréal. Puis là, je suis là on est là quelques jours par semaine. On est en travail hybride. Puis on a aussi chez Druid le logiciel Taptouche qui sert à apprendre la frappe au clavier. Puis là, on va. Je veux pas t'interrompre, mais est-ce que c'est justement ta touche? Moi, je me rappelle, mon père avait ce logiciel-là quand il a commencé un nouvel emploi. C'est de savoir écrire notamment sans regarder le clavier. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, exactement. C'est une espèce de méthode pour apprendre à taper sans regarder, puis avoir un doigté vraiment efficace. Fait qu'au lieu de taper juste à deux doigts, on utilise tous les doigts, puis chaque doigt a ses propres touches auxquelles il est associé. Puis là, maintenant, tape-touche, moi, j'ai suivi la méthode tape-touche rapidement au secondaire. Puis c'était vraiment, tu sais, des petits jeux avec des petits moutons qui sautaient. C'était super simple, mais maintenant, c'est vraiment rendu une interface super élaborée. Il y a des jeux, des jeux avec des singes qu'il faut sauver en tapant des mots le plus vite possible, toutes sortes d'affaires. C'est rendu vraiment élaboré, puis c'est utilisé dans beaucoup d'écoles. C'est très pratique. Il essaye de Puis rendre ça, évidemment, le plus divertissant, le plus agréable possible. Ça fait partie oui, de c'est ça. l'univers aussi de travailler en linguistique. Mais toi, une journée typique dans ton milieu, évidemment, j'imagine que pas toutes les journées sont pareilles, mais qu'il y a quand même une certaine structure, évidemment. Une journée ou une semaine, quand on travaille dans ce domaine-là, qui touche à l'écriture, à la parole, aux mots, ça ressemble à quoi, une journée? Dans mon cas, c'est beaucoup du travail à l'ordi. Euh, j'ai une application qui me permet d'ajouter des mots dans Antidote. Fait qu'à chaque nouvelle version, Antidote, il y a une nouvelle version à peu près aux 6 mois. Puis on ajoute vraiment là, plusieurs dizaines de mots, plusieurs centaines de mots à chaque nouvelle version. Fait que ça va être beaucoup des mots qui viennent soit de domaines super techniques, super spécialisés, ou aussi des mots qui viennent, qui désignent des nouvelles réalités ou des réalités qu'on n'avait pas encore nommées. Par exemple, le vocabulaire autour de la communauté LGBTQ+,
Il y a plein de mots qui existaient depuis longtemps, mais qui n'étaient pas définis. Puis c'est très important de rendre compte de ces réalités-là. Des fois, on va modifier les définitions de certains mots parce que la manière dont on les avait définis il y a plusieurs années, mais ça marche plus, ou il faut moderniser ça. Le vocabulaire de la COVID, ça a amené beaucoup de nouveaux mots qu'on n'utilisait pas du tout. Tu sais, des locutions comme vaccin à ARN messager. Tout le monde a entendu ça, puis c'est à peu près c'est quoi, mais avant, on n'aurait jamais su ça, c'était super spécialisé. Et Fait que c'est c'est très ça. intéressant parce que ça évolue justement et les mots, le langage doit suivre parce que s'il y a bien une réalité, c'est qu'il faut nommer ce qu'on voit, ce qu'on connaît. Tu as parlé de la communauté LGBTQ+, de plus en plus, une bonne chose, on parle d'inclusion. Et il y a quelque chose, je crois que tu dois être au courant, mais l'écriture inclusive, c'est-à-dire à place de dire ceux et celles, on dit cieuses ou on met Mhm. des points après les terminaisons de certains noms, certains mots. On met l'espèce de variable ensuite, ES, par exemple, E.S. Est-ce Mhm. que cette écriture-là inclusive, c'est une nouvelle réalité qui est officielle ou c'est encore quelque chose d'assez marginal? Toi, en tant que linguiste, comment tu trouves cette écriture inclusive-là? Ah, ben c'est une question intéressante parce que ça dépend vraiment des domaines dans lesquels on travaille. Mais je pense que c'est quelque chose qui est largement reconnu et encouragé. Je pense que la manière de rendre l'écriture inclusive peut varier. Comme tu disais, il y a la façon de mettre le point E, point S à la fin. Des fois, on met des traits d'union, des points médians. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Ou mettre les doublets complets. Donc, les personnes, ben pas les personnes, mais mettons les rédacteurs et les rédactrices. Donc là, on va mettre la forme longue. Et parfois, on va vraiment essayer d'utiliser des termes épicènes, c'est-à-dire des mots qui sont non genrés. Fait qu'au lieu de dire les rédacteurs et les rédactrices, on va dire la rédaction s'est occupée de pour désigner un ensemble de personnes ou un concept. Puis, ben, toutes ces façons-là, dans certains domaines, vont être plus ou moins acceptées. Des fois, ça fait que le texte est plus long. Des fois, les points médians, ça va créer visuellement, par exemple, pour les personnes dyslexiques, ça peut être plus difficile à lire. Donc, il y a différentes raisons pour lesquelles on va vouloir rendre des textes inclusifs d'une certaine façon. Puis, généralement, c'est quelque chose qui est vraiment encouragé puis qui est important parce que on veut plus utiliser le masculin pour désigner des ensembles mixtes. Puis maintenant, on veut plus non plus, ou moins, on veut essayer de rendre ça inclusif aussi pour les personnes qui sont non-binaires ou qui sont pas. Exactement, parce Ouais. qu'avant, on le dit encore, les éducateurs pour englober tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'éducation, mais je pense qu'il y a un effort de dire maintenant des éducateurs et éducatrices ou de développer le langage. Puis c'est pour ça que vous devez suivre l'évolution aussi. Tantôt, Mhm. tu as mentionné ta touche, le logiciel où évidemment on peut apprendre à clavarder sans regarder l'écran. Mais ça, c'est un logiciel, c'est un outil parmi tant d'autres. Toi, dans le cadre de ton travail, tu te sers personnellement de quels outils, de quelles plateformes? Ça peut aller du crayon à un logiciel, mais tu te sers de quoi? Ouais, ben, je me sers beaucoup de bases de données, des dictionnaires, toutes sortes de choses. On a, mettons, le grand dictionnaire terminologique qui est fait par l'OQLF. La base de données linguistiques qui est une espèce de grammaire qui est aussi fournie par l'OQLF. Toutes sortes de dictionnaires auxquels on a accès, soit en ligne ou papier. Chez Druid, on a une énorme bibliothèque avec des vieux Larousse là, qui sont avec les pages jaunies, puis des dictionnaires sur la prononciation, des dictionnaires sur des expressions locales, par exemple, des expressions belges, des expressions suisses, des expressions qui peuvent provenir de pays des Antilles. Donc, on essaie d'avoir un. Antidote, c'est un logiciel qui se veut quand même assez large, puis on veut essayer de rendre compte de différentes réalités, puis de reconnaître des mots euh, que, par exemple, moi, je connais pas parce que moi, je suis francophone du Québec, mais il y a plein de mots que je connais pas, puis que j'ai appris ici parce que, justement, j'ai consulté ce genre d'ouvrage-là. Donc, c'est beaucoup du travail de recherche dans des, euh, dans des dictionnaires, mais aussi dans des grammaires. Et justement, la langue française est pas la même pour les Français, les Belges, les Québécois. Il y a tellement de barrières de langue, on se dit, mais on parle le français, les deux. Pourquoi on a de la difficulté à se comprendre parfois? Mais c'est là aussi on peut faire une espèce d'inclusion, puis ça rentre dans tous ces synonymes-là. Et toi, Ophélie, et je réitère que les jeunes, vous pouvez poser vos questions dans le live Facebook. Moi, je fais le relais à Ophélie qui va y répondre avec grand plaisir. Pas de questions niaiseuses, là, toutes les questions sont bonnes. On est là pour apprendre, évidemment. On est là pour être curieux. Et toi, Félix, quand tu as été curieuse d'étudier dans ce domaine-là, tu as une formation, tu as étudié, évidemment. Parle-moi un peu de ton parcours. Par quel chemin tu es passé? Qu'est-ce que tu as vécu? Puis as-tu aimé ça? Oui, ouais, moi, dans le fond, quand j'étais au secondaire, quand j'avais 16-17 ans, j'ai décidé d'aller étudier en arts et lettres profil langue.
je voulais un programme qui était quand même assez, pas général, mais tu sais, j'avais l'intention d'aller à l'université, puis je me disais, je voulais faire quelque chose qui était un peu plus concret que des sciences humaines. Puis en fait, c'est que j'avais étudié l'espagnol quand j'étais au secondaire, puis j'avais beaucoup aimé ça. Puis je suis allée en arts et lettres prof et de langue au Cégep du Vieux-Montréal. Donc là, j'ai appris l'allemand aussi, puis j'ai perfectionné mon espagnol. Puis dans mon programme, il y avait un cours de linguistique qui était offert, puis c'était un cours qui durait 4 heures en ligne. Puis j'ai tellement aimé ça. Puis à la fin du cours, je me disais, oh, c'est déjà fini. Puis je voulais, tous les sujets, justement, c'est tellement vaste. Chaque sujet m'intéressait plus que le précédent. Puis j'avais demandé à ma prof, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, la linguistique? Comment je peux pousser cette recherche-là et cet intérêt-là? Puis elle m'avait proposé d'aller justement faire un bac en linguistique. C'est ce que j'ai fait. Puis c'était un bac de 3 ans à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Puis c'est un programme qui est relativement général, justement, parce que la linguistique, c'est très vaste, mais justement, ça permet d'explorer plein de champs super différents, puis de voir parmi ce champ-là, parmi ce domaine-là, qu'est-ce qui m'intéresse. Puis, Oui, vas-y, je veux pas. Vas-y, intéressant. pour répondre à la question, j'ai adoré mon parcours. J'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai travaillé un peu aussi dans le cadre de mon bac. J'ai été correctrice et monitrice de grammaire. Puis ça m'a permis, d'approfondir mes connaissances, mais aussi de connaître mes profs, puis de être plus impliquée dans mon milieu. Et c'est très intéressant quand même. Donc, c'est durant ton DEC, durant le cégep, que tu as eu cette piqûre-là. Parce qu'un cours de 4 heures, moi, j'ai l'impression que peu importe la matière, à la fin, moi, j'adore la mythologie gréco-romaine, mais 4 heures en ligne, il faut vraiment que le prof soit bon, il faut vraiment que je sois motivé puis attentif. Toi, c'est sans savoir exactement le contenu du cours, à la fin, tu as dit, waouh, OK, c'est ça qui t'a donné la piqûre un peu? Oui, oui, vraiment. Puis ce qui est intéressant avec la linguistique, c'est que ça touche à tout. Fait que mettons qu'on fait de la phonétique, on s'intéresse à comment un son est prononcé dans telle langue. Ben là, on se met à se dire, ah oui, il faut mettre la langue de cette façon-là, ça se prononce comme ça, il faut faire vibrer les cordes vocales ou pas. Puis c'est quelque chose qu'on peut mettre en pratique nous-mêmes, puis se dire, ah, c'est comme ça qu'on fait ce son-là. Puis on peut comprendre super concrètement comment prononcer des sons. Quand on parle de la grammaire d'une autre langue, on peut comparer avec la grammaire de notre propre langue, puis dire, ah, dans cette langue-là, les mots sont pas dans le même ordre. Puis on peut toujours comparer avec des choses qu'on connaît quand on fait de la neurolinguistique, donc voir un peu le cerveau, comment ça fonctionne, le langage dans le cerveau. Ben, on peut observer les troubles du langage, les troubles, mettons, des difficultés pour reconnaître, tu sais, on peut reconnaître un élément, mais pas être capable de le nommer. Ben là, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là? Puis souvent, ça fait penser à, ah oui, je connais quelqu'un qui avait un trouble neurodégénératif, une personne qui avait eu un accident, puis ça avait affecté sa manière de parler. Puis ça fait toujours des liens avec des choses qu'on a connues, des gens autour de nous qui ont vécu des choses comme ça. Puis tout ce que j'apprends, je suis capable de le relier à une expérience personnelle. Parce qu'évidemment, tu peux nommer les choses, tu connais, tu sais, on s'entend, s'il y a quelqu'un qui connaît la langue, les mots, c'est évidemment toi et les gens qui travaillent en linguistique, évidemment. Et il y a quand même des préjugés de ce que je comprends parce que il y en a sur tous les domaines, mais justement, tu as dit en début d'entrevue, c'était très intéressant et intriguant que on dit, ah, ben, par exemple, ah, ben, Ophélie, elle parle 1 million de langues parce que Oui. c'est ça, c'est un prérequis. Alors que, est-ce que justement, il y a un prérequis de langue à parler? Est-ce qu'on peut seulement parler le français et performer en linguistique et pourquoi on a ces petits préjugés, je dis préjugés, je devrais dire ces fausses perceptions-là. Je pense que c'est parce que le métier de linguiste, quand on pense aux non-linguistes, on pense souvent à justement une personne qui parle plusieurs langues. Puis il y a un métier très intéressant en linguistique, c'est la recherche sur le terrain euh, de langues souvent qui sont, mettons, des langues qui sont en train de disparaître ou qui sont moins parlées. Il y a des gens qui vont aller vraiment sur le terrain, aller rencontrer des personnes qui parlent ces langues-là. Tu sais, il y a certaines langues, mettons, en Sibérie, où il reste 100 personnes qui parlent cette langue-là. C'est vraiment des personnes très âgées. Puis là, on se dit, ces personnes-là vont décéder, puis leurs enfants ne parlent pas cette langue-là. Quand ces personnes-là décèdent, la langue décède. Donc là, les gens vont aller vraiment essayer de revaloriser la langue, essayer d'avoir le plus d'informations possible, demander aux gens de parler pour essayer de comprendre cette langue-là, être capable de la documenter, puis éventuellement l'enseigner à d'autres générations ou à d'autres communautés. Puis ça, c'est comme l'espèce de métier de linguiste que je trouve le plus euh, archétypique, mettons vraiment classique. Puis quand moi, je pensais à un linguiste, c'est ça que j'imaginais. C'était quelqu'un qui allait apprendre plein de langues, puis les documenter, puis les revaloriser. Mais c'est ça, c'est que l'art linguistique, c'est un domaine qui touche à tout. Donc, je pense que c'est un peu pour ça que c'est pas des préjugés, parce que c'est pas négatif. C'est vraiment juste une conception générale.
généralisé. Et c'est pour ça que tu es là en ce moment, justement, c'est pour démystifier ces perceptions-là qui, tu sais, justement, peut-être qu'en ce moment, il y a des jeunes qui nous regardent, qui peuvent nous poser des questions sur leur Facebook, je le répète, mais qui se disent, ah, bon, ben, je pensais qu'il fallait parler trois langues ou moins, être trilingue, mais c'est pas ça la réalité exacte et pas du tout. Et toi, Ophélie, est-ce que c'est indiscret de te demander, t'as quel âge? Moi, j'ai 27 ans, toi, t'as quel âge? Moi aussi, j'ai 27 ans. 27 ans aussi. Ouais. Et donc, ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on est entré au cégep, que toi, tu as eu la piqûre, tu es à l'université ensuite. Euh, c'est quoi, tu dirais, les qualités que toi, personnellement, tu as développées, mais que tu conseilles à un jeune de développer en vue d'être heureux, heureuse dans le domaine des langues et pour être linguiste, finalement? Je pense que ça prend de la curiosité. C'est un domaine qui demande vraiment de toujours rechercher plus d'informations, puis de jamais être, tu sais, d'avoir un esprit critique, parce que c'est facile de comparer deux éléments, comparer deux langues, par exemple, puis dire, ah ben, ça se passe de la même façon, ou de faire des rapprochements trop rapides. Donc, il faut vraiment prendre le temps de... C'est un métier qui est très scientifique, donc il faut vraiment se baser sur des études qui sont élaborées, puis pas essayer de trop rapidement tirer des conclusions. Donc, ça prend quand même de la curiosité, ça prend de la rigueur. Ça demande souvent du travail qui est très minutieux, donc travailler sur des éléments qui sont en grande quantité, mais qu'il faut savoir comparer vraiment de manière, c'est ça, très rigoureuse. Puis, je pense que les cours de grammaire aident beaucoup aussi pour la linguistique parce que ben, la langue est vraiment basée sur une structure, puis c'est pas nécessairement la grammaire écrite, fait que comment accorder les mots à l'écrit, mais aussi comment construire les phrases, comment les phrases sont construites. Fait que ça prend une certaine capacité d'observation. Puis, Il y a de la créativité, il y a de la structure également. C'est un bon mélange des deux. Et toi, tu dirais, dans ton emploi, toi, personnellement, là, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant? Tu sais, quand tu reviens chez vous le soir, tu te dis, hey, au-delà de l'emploi en tant que tel et des tâches à faire, qu'est-ce qui te donne envie de revenir le lendemain matin le plus tôt possible pour travailler? Qu'est-ce qui te rend fier personnellement? ah, il y a plein de choses. D'abord, des fois, il y a des gens qui nous écrivent pour nous dire, hey, il manque tel mot. Le correcteur a fait une drôle de correction ici. Puis d'être en contact avec ces personnes-là qui utilisent le logiciel puis qui nous disent, qui nous demandent des améliorations, ben ça donne vraiment du sens parce qu'on se dit, ben ces améliorations-là vont avoir un impact direct sur cette personne-là qui va utiliser ce mot-là. Aussi pour désigner des réalités souvent marginalisées ou qui sont moins connus ou qui sont en émergence, mais ça, je trouve ça super important. Euh, Aussi, je trouve que je fais de la révision linguistique aussi dans le cadre de mon travail. Fait que ça implique de m'assurer qu'il n'y a pas de faute dans ce qu'on fait. Moi, je suis vraiment une passionnée de la grammaire puis de la révision. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis, un autre truc que je voulais dire, c'était par rapport... J'ai oublié. Je Est-ce m'excuse. que tu es Je vais y passionné revenir. de... C'est pas grave, ça va te revenir, mais c'est très, très intéressant, là. Et justement, on parle énormément d'inclusion. Oh, oui, vas-y. Dans Oui, une classe, mais vas-y, oui, tu te rappelles ce que tu voulais dire. j'allais dire un autre côté de mon travail ici, puis dans plein de personnes qui travaillent en linguistique, c'est la rédaction. Donc, ça va être ça de faire de la rédaction technique. Donc, comment, ben, par exemple, utiliser un site web ou comment faire certaines procédures. Mais aussi, on a de la rédaction qui est créative. Donc, on a des petits jeux qu'on fait, par exemple, qui sont publiés dans le Devoir. Je peux te montrer un exemple si tu veux. Ça, c'est quelque chose qu'on crée. Là, mon but, c'est vraiment pas de faire de la pub pour Antidote. C'est vraiment juste de montrer que quand on est linguiste, on peut aussi faire de la rédaction. Puis, dans le fond, ça, c'est une épreuve qui est publiée dans le Devoir tous les samedis. Puis, c'est une épreuve où il y a un texte qu'on écrit, qu'on crée. Puis, il y a 5 fautes à trouver dans le texte. Fait que, dans le fond, on crée des sujets. Dans le fond, ce texte-là, il parle d'une course de bolide qui fonctionne pas bien. On se fait rentrer dedans. Qu'est-ce qui arrive? Oh non, on va perdre la course. Puis on se rend compte que finalement, c'était une soirée vidéoludique, c'est-à-dire une soirée de jeux vidéo. Donc, c'était comme une espèce de Mario Kart. Puis, en fait, on insère des fautes dans ce texte-là. Puis, les personnes qui lisent le devoir, qui vont faire ce jeu-là, vont essayer de trouver les fautes. Puis ça, ben, c'est super créatif parce on en fait toutes les semaines. Donc, on est rendu à plus de 200 épreuves. Puis c'est quelque chose où là, on crée un corrigé pour expliquer c'est quoi les erreurs et pourquoi. Des fois, on crée des dictées. On participe à la dictée PGL, là, souvent qui est faite dans les écoles. Fait que, il y a des côtés vraiment créatifs à ce métier-là aussi. C'est très intéressant. Et ça, on peut le retrouver c'est un site web, c'est un jeu qu'on peut retrouver où exactement?
Ça, c'est publié sur Le Devoir. Sinon, en Belgique, il est publié dans La Libre. Donc, c'est à chaque semaine, c'est publié, mais il faut être abonné. Faut être abonné, mais quand même, c'est un Faut aller exercice les essayer, vous intéressant. avez droit à quelques Ça fait un lien avec articles. ta touche qu'on disait tantôt. Ça lie évidemment la langue, mais ça lie le plaisir aussi. Puis c'est comme ça qu'on apprend. Je vois déjà le temps qui file un petit peu, Ophélie. On a parlé d'inclusion. Je me demandais, euh, est-ce qu'il y a un bon taux de parité, je dirais, dans ce domaine-là? Est-ce que c'est toi, une femme, j'imagine. Je veux pas c'est dans un monde où on peut pas l'assumer, on dirait, mais en général, est-ce que le niveau homme-femme, est-ce que c'est assez bien balancé ou si on parle d'où tu travailles, par exemple? Oui, ben dans les équipes linguistiques, je trouve que c'est assez mixte. Euh, Disons, nous, on est dans une compagnie qui est une compagnie informatique. Donc, on est une des équipes où il y a le plus de femmes par rapport aux autres équipes, mais c'est assez moitié-moitié. Puis, dans l'histoire dans la linguistique, ben, tu sais, les domaines scientifiques en général, les premières personnes qui ont travaillé là-dessus, c'était beaucoup des hommes. Fait que quand on étudie la linguistique, on étudie les grands courants linguistiques là, dans l'histoire, ben, ça va être beaucoup plus des hommes. Mais plus le temps a passé, à partir des années 70 à peu près, il y a eu de plus en plus de femmes là, qui ont travaillé dans ce domaine-là. Et quel conseil, Philippe, tu donnerais à ces femmes et ces hommes qui sont un peu plus jeunes, étudiants probablement, ou encore au secondaire, et qui veulent, je veux pas seulement dire devenir linguiste, mais travailler dans le domaine de la langue, des mots. Quel conseil tu leur donnerais, toi, personnellement? Ben, si vous avez l'occasion d'aller d'avoir un cours là, au cégep ou dans un cours parascolaire qui a rapport avec la linguistique, peu importe le domaine, je trouve que c'est vraiment une belle façon de le découvrir puis de savoir rapidement si c'est quelque chose qui pique notre curiosité ou non. Puis de pas hésiter aussi à parler à vos profs, soit au secondaire ou au cégep. Je trouve que c'est des gens, tu sais, qui sont vraiment calés, là, qui connaissent ça, qui ont fait des études puis qui peuvent un peu explorer avec vous vos intérêts. Puis moi, c'est vraiment ça qui m'a donné le goût, en fait. C'est ça qui te donnait le goût. Et je pense que quelqu'un ici, Isabelle, sur le live Facebook, là, qui a peut-être le goût aussi, qui demande, est-ce que vous faites également de la traduction? Est-ce que vous faites de la traduction également? Et est-ce que la rédaction inclusive va devenir obligatoire ou une norme éventuellement selon toi? Ah, c'est intéressant. Oui, oui, on fait de la traduction. Oui, la linguistique, ça inclut aussi justement le domaine de la traduction, de la révision, aussi de l'interprétation. Donc, des fois, interprétation pour les personnes sourdes, interprétation en deux langues. Fait que là, les personnes, mettons, à l'ONU, là, qui sont interprètes pour d'une langue orale à une autre. Puis, par rapport à la rédaction inclusive, je suis pas mal sûre que ça va devenir, ben, tu sais, ça sera jamais une loi, mais à mon avis, ben, peut-être, je sais pas. Mais à mon avis, oui, c'est vraiment, la tendance est vraiment, vraiment à la hausse. Puis, à mon avis, ça va être quelque chose qui va être pas nécessairement obligatoire, mais vraiment, vraiment courant puis fortement encouragé. Pas de quoi d'obligatoire, mais c'est intéressant que tu dis que justement, on voit cette montée-là. Et possiblement, là, on sait qu'il y a eu à l'UQAM une petite polémique d'étudiants qui voulaient écrire avec l'écriture inclusive, un professeur qui leur a mis des fautes pour ça. Ça a sorti dans les nouvelles. Donc, avant, on n'aurait jamais eu ça dans l'actualité. Maintenant, Mhm. de plus en plus, alors, c'est un signe tangible qu'il y a une montée de tout ça. Ophélie, c'est déjà pratiquement la fin. Ça passe très, très vite. Signe Oui. que, comme le cours que tu as vécu durant ton cégep, ça veut dire que ça a donné la piqûre, ça passe rapidement. As-tu quelque chose à ajouter avant qu'on termine ce live Facebook-là? Peu importe c'est quoi, as-tu quelque chose à dire de plus sur ton métier ou sur toi en tant que linguiste ou dame qui adore les mots? Ben, je voudrais juste dire que la linguistique, c'est un domaine qui est relativement accessible, que généralement, c'est des programmes qui sont pas contingentés, puis qui sont vraiment dans plusieurs universités du Québec. Donc, je vous encourage à suivre ce parcours-là si ça vous intéresse. Puis, ben, c'est ça, de pas hésiter à poser des questions, puis de vous faire confiance. Voilà, c'est un excellent conseil. On se fait confiance, on saute dans le tas, comme on dit, et on a le risque, la bonne chance d'avoir la piqûre, comme toi, tu l'as eu déjà il y a quelques années. Ophélie Gauthier-Barrette, linguiste chez Druide, merci beaucoup pour ton temps. Vraiment, c'était hyper, hyper intéressant, très actuel. Pour les jeunes, si vous avez manqué le live Facebook avec Ophélie aujourd'hui, ça va être en rediffusion sur YouTube, évidemment. C'est pas perdu des informations sur le site de Jeunes Explos également concernant les stages d'un jour, concernant toutes les informations des webinaires, des lives. Également, j'imagine, Ophélie, si on peut aller sur le site de Druide, sur les réseaux sociaux, on peut avoir également des informations, peut-être vous écrire aussi, j'imagine. Oui, oui, sans problème. Sur le site de Druid, il y a toutes sortes il y a des offres d'emploi, il y a plein d'informations. Alors, on va regarder ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Ophélie, pour ton temps. Merci à tout le monde qui a été dans le live Facebook. Je m'oriente en live aujourd'hui.
On se reparle mardi prochain. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Thomas. Bye tout le monde.